bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Eh bien, ainsi s'achève aujourd'hui le rendez-vous à Saint-Julien-des-Landes avec Carbulandais, l'association et la mairie qui a organisé un grand événement de voitures anciennes et moins anciennes. Et là, je termine avec Christian. Bonsoir Christian. Bonsoir. Alors Christian, tu vas nous parler de la voiture qui est derrière nous, qui est une voiture d'avant-guerre, hein, on va dire ça. Oui, de 1933. Ah, d'accord. Donc c'est ce qu'on appelle les tacos, hein, à l'époque on appelait ça des tacos. Ouais. C'est donc une Peugeot 201. Oui. Qui a été fabriquée à Sochaux à l'époque. C'est des voitures anciennes. Aujourd'hui, il en reste encore quelques-unes qui roulent, bien sûr. D'accord. Et c'est un peu plus rare. Il est conservé surtout en excellent état, en bon état, pour pouvoir les transmettre aux générations qui vont venir. Oui. C'est important pour nous et c'est toujours important de se faire connaître, de partager. Voilà. Oui. Voilà. Donc la voiture elle-même, vous pouvez la découvrir. Oui, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va faire le tour. Alors. Donc là, on a pris, enfin, tu as pris soin, Christian, je vous permets de te tutoyer, de laisser le capot ouvert pour pouvoir voir aussi la mécanique, parce que c'est ce qu'on se disait avant de commencer la vidéo. Important de voir aussi ce qu'il y a sous le capot, hein, de ces tacos, comme on dit. Donc, on va s'en rapprocher comme ça, on peut en parler un petit peu. Je vais vous expliquer tout ça. Voilà, merci. Le mystère qui fait encore avancer cette voiture aujourd'hui. Exactement. C'est un moteur de 1122 cm3. D'accord. En fonte, à soupape latérale. Il n'y a pas de culbuteur à cette époque-là, il n'y avait pas. Oui. 1100 cm3 qui développe 23 chevaux. Donc on voit que c'est pas énorme pour une voiture qui fait quand même 930 kg. En effet. Donc c'est quelque chose pour l'époque qui était aujourd'hui relativement conséquent, puis qu'aujourd'hui paraît un peu dérisoire. Par contre, les anciens avaient fait des choses relativement simples pour faire fonctionner ces voitures et les faire fonctionner de façon durable. Par exemple, je prends le réservoir d'essence qui est entre la voiture et le moteur. D'accord. Tout simple, c'est comme un réservoir de moto, il y a un robinet, on ouvre et ça coule directement dans le carburateur. D'accord. Vous voyez, il n'y a pas de pompe, il y a... Oui, je vois ça, il n'y a rien, donc on va tourner un petit peu. Voilà, hop là. Doucement. Voilà. Donc là, ici, c'est le réservoir. C'est le réservoir d'essence. Voilà, je le montre là, et c'est ce qu'il y a là. Hein. Voilà, qui contient une trentaine de litres. Donc avec ça, aujourd'hui, 30 litres, je dirais que si on arrive à faire 200 km, on n'a pas trop consommé. À l'époque, c'était pas le souci majeur. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà. Mais les solutions que les anciens avaient développées pour l'époque étaient toutes tirées du bon sens. D'accord. Si on prend par exemple le poids de la voiture, qui est un élément quand même important, eh bien, elle est en bois, recouvert de tôle. D'accord. Le bois pesait moins lourd, le bois coûtait moins cher. Il y avait à l'époque des menuisiers automobiles. D'accord. Ils découpaient le toit pour mettre une toile. À l'époque, c'était une toile. Ouais. Et c'est pareil, ça allégeait le poids de la voiture. Ouais. Et c'était aussi moins cher. Donc ça faisait partie des solutions que les anciens développaient pour faire des économies. Ils avaient déjà des préoccupations, peut-être pas écologiques, mais au moins économiques. C'est certain. Donc ces voitures ont été fabriquées par Peugeot à Sochaux. D'accord. On fabriquait encore les voitures en France à cette époque. Oui, donc, ça a été un succès populaire. C'est le type de voiture, la 201, qui est la première voiture de chez Peugeot à avoir ce fameux zéro au milieu qu'on a connu après sur toutes les voitures qui se sont développées. Et bien la première, c'était la 201. C'était le numéro d'étude chez Peugeot. C'est-à-dire qu'il y a eu la 190 avant, la 170, enfin il y a eu des modèles d'avant, mais le numéro d'étude 201 est resté dans les traditions comme la première avec le zéro au milieu. C'est ce qui fait le charme de son histoire aussi. Voilà. Exactement, tout à fait. Puis pour nous, aujourd'hui contemporains, finalement on s'y retrouve dans ce numéro parce qu'on connaît les suivantes. Les suivantes qui maintenant ont double zéro. Mais, oui, maintenant double zéro, effectivement. Et le châssis, c'est Alors le châssis, c'est un châssis, en fait, c'était des châssis de charrette à l'époque. D'accord. Qui était fait en métal, donc un vrai châssis avec des poutres transversales et des traverses, inspiré des charrettes. D'accord. D'ailleurs, sur lesquelles on mettait une carrosserie qui était faite par les carrossiers, qui étaient ceux qui faisaient les carrosses avant. C'était aussi simple que ça, quoi. Donc on prenait un châssis de base qu'on a gardé pour les camions encore aujourd'hui. Un peu moins sur les voitures. Les premières voitures sans châssis, ça a été les tractions avant qui étaient monocoques.
mais toutes celles d'avant avaient un châssis, on posait dessus un moteur, une carrosserie avec un habitacle et hop, ça roulait. Ah, la simplicité, oui. 3 vitesses, des freins à câble, comme sur un vélo. Ah oui, carrément. Il faut un peu anticiper, je dirais. Le freinage. Le freinage, voilà. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de véhicules non plus qui circulaient, donc oui. On pouvait se permettre. Donc c'était des voitures qui étaient données pour 80 km à l'heure. Oui. Celle-ci aujourd'hui, vu son grand âge vénérable, 1933, on se hasarde rarement au-dessus du 60 à l'heure. Ouais, j'imagine. Après, ça devient risqué. Ça devient risqué. Pour nous et pour les autres. Ouais, c'est ça. Ça, il faut aussi penser aux autres. La caisse est solide. C'est des tôles de 2 mm d'épaisseur. Oui. Donc, ce qui, à l'époque, permettait de faire des carrosseries lourdes, mais qui posait le problème du cintrage des tôles. Les presses n'étaient pas assez puissantes, donc on ne pouvait pas faire des courbes trop prononcées. Les voitures ont été plus aérodynamiques avec des courbes plus prononcées dès que les presses ont été plus puissantes et dès que la tôle a été plus facile à manœuvrer. Idem pour comme on peut le voir, le pare-brise à l'avant qui est plat. Oui. On ne savait pas faire des pare-brises à l'époque bombés. Je crois que c'est nos amis américains qui ont lancé cette nouvelle technologie de l'époque qui a révolutionné un peu les choses. Donc là, on était sur des choses basiques, fiables, mais qui roulent encore 90 ans après. C'est ça qui est génial. Voilà. C'est ça qui est génial. On va se rapprocher de la voiture, montrer un peu l'avant parce que on voit la calandre. Ça aussi, c'est vraiment des pièces de musée ou de collection, je ne sais pas comment on peut dire ça. La calandre avait comment dire, d'autres particularités. Si on peut se rapprocher un peu, bien sûr. À l'époque, ces voitures-là, l'antigel n'existait pas. Oui. Donc l'hiver, il fallait vidanger les voitures. Oui. Là, je l'ai enlevé, mais on remplissait par ce petit bouchon-là. Je rapproche, oui. Voilà. Et on vidangeait en bas par cet autre bouchon, ce qui permettait de vider le bloc moteur et le réservoir les jours de gel, pour ne pas que ça gèle, sans ouvrir les capots du moteur. Voilà une particularité de cette calandre, par exemple, sur ce modèle-là. Ah oui. Voilà. Donc là, il n'y a plus le petit bouchon en bas. Et si on oubliait, évidemment, le moteur là résistait pas. Oui, il n'y avait pas d'antigel. On s'imagine mal cette époque. On ne connaissait pas toutes ces choses-là. Ces choses-là, oui. Voilà, donc cette calandre, elle est magnifique parce qu'en plus, les chromes de l'époque étaient faits avec du chrome. Voilà, on y mettait la matière qu'il fallait. Pour que ça tienne. Voilà. Et cette voiture, elle a été restaurée déjà parce que je pense pas qu'elle est dans son jus. Non. Le moteur est bien le moteur qui va avec la voiture, puisqu'il est numéroté avec le châssis sur le même numéro. Ah oui, donc il est, comme on dit les Anglais, matching number. Cette voiture, elle vient du musée de Talmont-Saint-Hilaire. Elle vient du musée de Talmont. Voilà. Ah d'accord. Le musée de Talmont-Saint-Hilaire, le propriétaire achète des lots de voitures quand une voiture l'intéresse, et revend celle du lot qui ne l'intéresse pas. D'accord. Donc il y a un coin, d'ailleurs le coin des affaires sur le musée. Je vais pas forcément faire de publicité, mais et je l'ai acheté dans ce contexte-là. Elle arrivait, l'ancien propriétaire était un garagiste cachant en région parisienne. D'accord. Et moi je l'ai acheté au musée. Et donc elle était déjà en bon état. Ah oui. Il y a eu un petit peu de mécanique à faire parce qu'il y a longtemps qu'elle n'avait pas roulé. Oui. Un peu évidemment de peinture. L'avantage d'appartenir à une association, c'est celui-ci, c'est qu'on a des compétences à tous les niveaux, des peintres, des mécaniciens, des gens qui connaissent parfaitement bien le domaine de l'ancienne voiture. Donc, on a même un garage avec un pont, on peut se dépanner, associatif. Donc ça permet de pouvoir faire un peu de mécanique et surtout d'entretenir ces petits bijoux. C'est un peu plus compliqué pour la sellerie, mais on a aussi des gens qui sont compétents dans ce domaine-là, qui est un domaine très particulier. La sellerie automobile de cette époque, fallait avoir des compétences très particulières. Oui, on va faire le tour, comme ça on va voir le tour de la voiture et son... Alors, ce qu'elle présente. C'est comme particularité. Oui. On peut, par exemple, les anciens avaient toujours peur que les roues roulent plus vite que la voiture. Ah ouais, d'accord. Donc on peut voir par exemple sur les petits bouchons qu'il y a sur les roues. Oui, je vois ça. Il y a une lettre qui est la lettre G pour préciser que c'est un pas à gauche sur les roues qui vont à gauche, sur les boulons qui sont à gauche. Et côté droit, on aura des boulons avec le marqué droit, D. D'accord. C'est marqué G. Ici, là. Oui, sur la tête. Là, ici, c'est ça. On voit sur la tête. Les pas sont à l'envers, donc il ne faut pas essayer de desserrer ces roues-là
comme on a l'habitude de le faire. D'accord. C'est un peu plus compliqué. Ah, ok. Oui, et on verra que de l'autre côté, on trouve encore des pièces. Sur ces roues, par exemple, les pneus Michelin. Oui. Neufs. Sont fabriqués au Mexique aujourd'hui parce que là-bas, il semblerait que des véhicules avec ce type de pneus roulent encore. Peut-être des petits camions ou des choses comme ça, je ne sais pas. Un importateur qui a mis des pneus qui sont fabriqués. Les chambres à air viennent d'Italie. D'accord. Donc on trouve, grâce à Internet aujourd'hui, sans Internet, on se demande si on pourrait faire rouler une voiture comme ça. C'est vrai qu'Internet... C'est un peu anachronique, mais c'est la réalité. Donc il y a des gens qui ont racheté les moules, qui refont les pneus, certainement sous licence Michelin, et on arrive à trouver... Donc voilà, ces petites particularités, les boulons, ça faisait partie des choses qui préoccupaient les anciens. Ils n'avaient pas encore trouvé les solutions pour avoir des boulons autobloquants. D'accord, ok. On a aujourd'hui. Voilà. Et là, ici, ce qu'on voit, c'est une malle. Hein, alors, ce qu'on voit à l'arrière, ah oui, on peut dire une malle. Enfin, je sais pas, hein, un coffre je peux me tromper. Serait un peu présomptueux. Ouais. C'est ce qu'on appelait la malle arrière. Ouais. Je vais vous montrer ce qu'on peut mettre dans une malle arrière. Là, j'avais la publicité. Ah oui, effectivement. C'est, comme on dit, réduit à sa portion. Alors voilà. Ah oui, non, quand même. Voilà, alors évidemment, on ne se risque pas sur les routes avec ce type de voiture sans la caisse à outils. Oui, c'est ça. Sans les réserves qui vont bien pour... Qui vont bien, l'essence, la petite boîte aux outils. Il y a quelques précautions à prendre quand même. Et on appelait ça la malle arrière. À l'époque, les bagages étaient plutôt mis sur le toit, sur la galerie. Pas vraiment dans le coffre. Le coffre était plutôt réservé à cet usage-là. D'accord. Il y avait des galeries et des valises d'époque. D'accord. On emballait soigneusement pour éviter la pluie, bien sûr. D'accord. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. D'accord. Par contre, les particularités de ces voitures de l'époque, si on fait ça, donc on voit que les numéros étaient peints directement sur la carrosserie, ce qui est autorisé. Encore aujourd'hui. Les feux sont un peu différents. On voit qu'à l'arrière, on a un feu rouge du côté gauche et un feu vert du côté droit. D'accord. C'était une spécificité pour reconnaître que la voiture était devant et qu'elle est dans le bon sens. Voilà. Je ne dirais pas que sur les bateaux, mais ça ressemble un peu à ça. Signal de bateau ou aviation. Par contre, n'est pas d'époque, les stops et les clignotants. Qui à l'époque n'était pas obligatoire. Il y avait un stop d'un côté. Souvent ça suffisait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures qui roulaient. Par contre, à cette époque, on avait des feux, si peu de voitures dans les rues qu'il fallait les signaler la nuit. Donc on avait un petit feu sur le côté qui servait à signaler la présence de la voiture sur la voie publique. C'était plus rare qu'aujourd'hui, c'est sûr. C'est sûr. Dans les particularités. Mais le fait d'avoir cette malle arrière, ça décalé par rapport à la voiture, permettait par contre d'avoir un maximum de place à l'intérieur. D'accord. C'est-à-dire que pour des voitures d'époque, on voit que le passage, je sais pas on voit qu'on peut mettre ses genoux. Oui, c'est clair. Absolument. On voit qu'on peut mettre ses genoux là. Donc c'est parce que le coffre n'était pas pris sur la partie voiture sur la partie habitacle, comme aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ces petites garnitures sont pas là non plus par hasard, c'est parce que c'était des fauteuils en crin et que ça grattait un peu le dos, donc pour que les dames n'aient pas de démangeaisons à l'arrivée, on mettait ces petites protections. Voilà. Et là ici, Et alors ici on a le tableau de bord. Je vois ça. Donc on voit que le volant est à la taille nécessaire pour faire tourner les roues avant. Ou bien évidemment il n'y a pas de direction assistée du tout. Donc il faut quand même avoir un petit bras de levier et des gros bras. Des bras comme il fait. Mais sinon c'est un tableau de bord assez complet avec à gauche un ampèremètre. Une montre qui fonctionne, mais il ne faut pas surtout oublier pas de la remonter. C'est une montre avec un ressort, on voit qu'elle est à l'heure d'ailleurs. Et au milieu le compteur, une jauge à essence et après une pression d'huile. D'accord. Voilà, donc c'était... Et ce qu'on peut noter, les particularités sur ce tableau de bord, c'est les boîtes à gants, où on voit qu'effectivement c'était vraiment fait pour mettre des gants, et pas d'autres. D'accord. C'est de là que vient l'expression boîte à gants. Boîte à gants. Voilà, on conduisait avec des gants. Mais les boîtes servaient à mettre des gants, vous voyez. Exactement. Alors, voilà, en haut, on a le filet où on mettait les cartes pour rouler. Il n'y avait pas évidemment
Il n'y avait pas évidemment de GPS à l'époque. Ouais. Donc dans ce filet-là, on mettait les cartes qui servaient pour la navigation, pour aller sur la route. Voilà. Les explications de la partie technique du véhicule pour ce qui est de la partie intérieure, quoi. Super. Le pare-brise s'ouvrait bien sûr à l'avant. Oui, à l'avant, oui. Une clim qui ne tombe jamais en panne. Voilà, c'est ça. Et qui aérait. Alors, inutile de vous dire qu'il n'y a pas d'autoradio, mais ça servait à rien. Ouais. On n'aurait pas entendu le moteur. Ça n'existait pas à cette époque, mais de toute façon, ça aurait été complètement inutile. C'est clair. C'est clair. Donc voilà un peu le tour du véhicule. Le tour du véhicule. De ce qu'il en est aujourd'hui. Ouais. Voilà, par rapport aux évolutions, on voit quand même qu'il y a eu quelques avancées. Bien sûr. Et c'est toujours 4 roues, un moteur et un volant. C'est ça, exactement, tout à fait. Super, merci beaucoup Christian pour votre accueil. Avec plaisir. Et puis on se retrouve bientôt sur Vendée Vintage TV Show pour d'autres événements en Vendée sur les voitures anciennes et puis aussi les artistes que j'ai de temps en temps l'occasion d'interviewer. C'est toujours un plaisir. Voilà, merci beaucoup, merci Christian, à très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir. Allez, bye. Bye bye.